Bonjour tout le monde, c'est Morgan et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre Rebooting AI, Building Artificial Intelligence We Can Trust de Gray Marcus et Ernest Davis. Donc je vais vous présenter d'abord rapidement les auteurs, je vais vous parler du livre et enfin je vais vous dire ce que je pense de ce livre et si je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas fait, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La communauté est encore petite et en aimant la vidéo, en vous abonnant et en la partageant, vous faites en sorte que cette chaîne grandisse et que cette vidéo touche encore plus de monde. J'espère que vous êtes prêts pour Rebooting AI. Allez, c'est parti! Dans cette partie assez courte, je vais vous présenter rapidement les auteurs de ce livre, afin que vous puissiez mieux comprendre la vision qu'ont les auteurs de l'intelligence artificielle. Gary F. Marcus est un scientifique, auteur et entrepreneur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est professeur dans le département de psychologie à New York, ainsi que le fondateur et CEO de Geometric Intelligence, qui est une entreprise sur les thématiques du machine learning qui a été acquise par Uber. Ernest Davis est un professeur d'informatique à l'Institut de sciences mathématiques à New York et c'est un des leaders de recherche dans le raisonnement du sens commun pour l'intelligence artificielle. Il est auteur de 4 autres livres dont Representations of Common Sense Knowledge and Verse for the Information Age. Comme vous pouvez le voir, ces personnes sont des autorités dans leur domaine et donc on peut prêter attention à ce qu'ils disent. Leur background et leurs thématiques de recherche sont importantes car elles sont très liées au thème de ce livre. D'ailleurs, on va attaquer tout de suite le contenu de ce livre. Les auteurs commencent le livre en insistant sur le fait que l'IA, depuis ses débuts, a toujours promis monts et merveilles, avec des délais très courts. Dans les années 1950-60, les pionniers de l'IA étaient persuadés de pouvoir résoudre les problèmes liés à l'IA à la fin du XXe siècle. Résultat, encore aujourd'hui, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes qu'ils avaient dans les années 50. Ce gap entre ce qui est promis et les résultats réels a été la cause de 2 hivers de l'IA. Pourtant, encore aujourd'hui, des personnes continuent à faire ce genre de promesses, comme Ray Kurzweil, qui a fait un pari public en disant que l'IA surpasserait l'intelligence humaine d'ici 2029. Personnellement, je suis assez sceptique au vu des performances de l'IA actuelle que le pari soit vraisemblable. Les auteurs le sont tout autant que moi. Ils ajoutent que nous sommes encore loin de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui aurait une intelligence proche de celle de l'humain. Pour arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui intégrerait la flexibilité de l'intelligence humaine, il va falloir faire plus que des petites avancées de l'état de l'art de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour cela, il faudrait une grande avancée, une percée dans le domaine qui challenge tous les fondamentaux utilisés aujourd'hui en IA. Ce genre d'avancée n'a rien à voir avec toutes les avancées qu'on a pu voir ces 20 dernières années. Il faudrait trouver une approche totalement différente du machine learning pour réussir à créer une telle intelligence. Beaucoup de personnes pensent que l'IA va changer le monde, que ce soit en bien ou en mal. Mais qu'en est-il de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Dans le monde réel, l'intelligence artificielle n'est pas un Terminator ou une entité comme dans Matrix. C'est un robot qui a du mal à ouvrir une poignée ou une voiture qui a du mal à se garer sur une place de parking. On est encore loin des fantasmes de la science-fiction. Dans ce livre, les auteurs retracent l'historique et la naissance de l'algorithme du deep learning. Son utilisation est rendue possible par l'avènement du big data et une avancée particulièrement formidable dans le monde du matériel informatique et surtout des cartes graphiques. C'est cet algorithme qui a permis la renaissance de l'IA et qui est à l'origine de toutes les dernières avancées dans le domaine. Du meilleur matériel avec plus de données, un algorithme de deep learning est aujourd'hui la formule gagnante de l'IA. Avec tous les succès du deep learning, l'intelligence artificielle est devenue un énorme business. Des compagnies comme Google, Facebook, Amazon se donnent la guerre ouverte pour acquérir les profils les plus talentueux en payant souvent des salaires astronomiques à des chercheurs en IA. Même si l'IA n'est pas aussi flexible et puissante que le cerveau humain et qu'on est encore loin de l'intelligence artificielle générale, c'est un outil très puissant qui offre de nombreuses opportunités. Ce n'est pas un accident si autant de personnes sont excitées par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'y a pas seulement les entreprises qui sont intéressées par l'intelligence artificielle, les États aussi. La France, la Russie, le Canada, la Chine et les États-Unis ont effectué des investissements massifs dans la recherche et le développement de solutions en intelligence artificielle.
Le McKinsey Global Institute estime que l'IA, en comparaison, aura un impact similaire que le moteur au XIXe siècle. Pour les auteurs, tout cela est très réjouissant, mais pour eux, ça ne confirme pas que nous soyons sur le bon chemin. L'IA est aujourd'hui inclus dans de nombreux process quotidiens. Nous ne le savons pas forcément, mais il prend beaucoup de décisions à notre place et filtre nos informations. Nous le cédons notre autorité à des machines qui ne sont pas toujours fiables, et même pire, qui n'ont aucune connaissance des valeurs humaines. Plus nous plaçons l'autorité dans ces processus, plus nous devrions être inquiets selon les auteurs. Les plus grands problèmes de l'IA aujourd'hui, c'est donc le manque de confiance qu'on peut avoir en ces solutions. Les solutions d'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui souvent marchent, mais on ne peut pas lui faire confiance pour quoi que ce soit qui n'a pas été anticipé par ses créateurs. C'est d'autant plus important lorsque l'enjeu est grand. Ce n'est pas grave si sur Facebook, le système de recommandation de pub se trompe et ne vous cible pas bien. Par contre, si votre voiture autonome rencontre un objet inconnu et prend une décision idiote, ça peut vous coûter la vie. Selon les auteurs, nous avons besoin de reconstruire notre IA pour créer une IA plus stable, sécurisée et de confiance. Dans un monde où l'intelligence artificielle sera aussi incontournable que l'électricité, rien ne pourrait être plus important. C'est pourtant ces progrès qui mènent vers plus de flexibilité qui pourraient amener l'IA à un autre niveau et vers d'autres utilisations plus performantes, plus stables et vers plus de confiance. Ce livre s'appelle Rebooting AI, c'est parce que les auteurs pensent que la manière de penser l'IA aujourd'hui n'est pas la bonne manière de construire des applications plus sécurisées, intelligentes et fiables. Ils pensent que la recherche sur l'IA actuelle ne s'attaque pas au bon problème. Les chercheurs actuels s'attaquent à améliorer les performances d'algorithmes de deep learning sur un problème donné, ce qui est pour les auteurs une vision à court terme. Une vision à long terme, selon eux, serait d'explorer d'autres pistes afin de créer une IA plus générale et plus fiable. Pour les auteurs, de vraies machines intelligentes ne devraient pas être des répliques de l'intelligence humaine. Mais honnêtement, en regardant l'IA à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'intelligence humaine, surtout des jeunes enfants, qui arrivent à emmagasiner beaucoup de données et à comprendre des concepts complexes rapidement. Et pour apprendre à une machine à raisonner comme un humain et à lire et apprendre le monde, il faut aussi avancer sur la compréhension de notre propre apprentissage. Les algorithmes de machine learning ne sont pas dotés d'une réelle intelligence. Ils vont simplement regarder les liens qui sont présents dans les données afin de résoudre la tâche qu'on lui demande. En fonction des données d'entraînement qui sont soumises à notre algorithme, il peut en résulter la modélisation des biais sociaux présents dans ces données. En 2013, Latanaya Sweeney, une informaticienne d'Harvard, découvre qu'en notant des noms caractéristiques de personnes de couleur, les pubs qui suivent ont plus de chances de proposer des sites pour obtenir leur casier judiciaire que si vous tapez des noms caractéristiques de personnes blanches. En 2015, les photos Google se trompaient régulièrement dans la classification de photographie en labellisant des personnes de couleur en gorilles. En 2018, un étudiant du MIT montre que les algorithmes de machine learning présents sur Internet ont plus de chances de mal identifier le sexe d'une femme lorsqu'elles sont afro-américaines que lorsqu'elles sont blanches. Bien sûr, ces applications ne sont pas codées pour avoir ces biais sociaux. Les gens n'avaient pas l'intention d'insérer ces biais dans cette application. C'est seulement les biais sociaux qui sont présents dans le jeu de données d'entraînement qui vont se refléter pendant l'apprentissage du modèle de deep learning. Il y a énormément d'exemples de ces biais dans des modèles d'apprentissage. Par exemple, les applications de détection de cancer de la peau fonctionnent bien mieux sur les peaux blanches que sur les peaux de personnes de couleur. Un problème majeur en ce qui concerne aussi les voitures autonomes, c'est que les personnes blanches sont plus facilement identifiées en tant que des personnes que les personnes de couleur. Donc, il pourrait amener à de plus grands accidents sur les personnes de cette catégorie. Il faut une intervention humaine afin de régler les biais lorsqu'ils sont trouvés. IBM, pour résoudre son problème d'identification de personnes de couleur, a ajouté des personnes de couleur dans son jeu d'entraînement. Donc ça a corrigé ce biais. Google a retiré les photos de gorilles de son jeu d'entraînement. Ces solutions résolvent le problème, mais ne sont pas générales. Ces solutions contiennent toujours des biais, jusqu'à que quelqu'un vienne les trouver et vienne les résoudre. Il faut donc résoudre tous ces cas un par un, ce qui est énorme. Ces biais sont présents aussi dans des applications plus problématiques. En 2018, Amazon a dû abandonner les algorithmes de sélection automatique de CV
car il s'avérait qu'il était sexiste et qu'il ne sélectionnait en majorité que les hommes. En réalité, il a été entraîné à reproduire le schéma des recruteurs d'Amazon qui recrutaient majoritairement plus d'hommes. Un autre problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'à terme, il intensifie ses biais. Par exemple, c'est ce qui peut se passer avec l'algorithme de recrutement d'Amazon, qui recrute plus d'hommes que de femmes. L'algorithme donc va recruter encore plus d'hommes, et lors du rafraîchissement des données sur la base de données, il y aura encore plus d'hommes qui ont été recrutés. Donc le biais sera encore plus important. Donc le modèle sera encore plus biaisé, et ainsi de suite. Pour le moment, il semblerait que la solution soit de faire des petits changements dans les jeux de données afin de corriger les biais les plus urgents, tout en sachant que la solution globale n'est pas satisfaisante. Les auteurs pensent que l'on peut faire bien mieux que de reproduire indéfiniment nos biais sociaux. Pour cela, il faut se tourner vers d'autres paradigmes que l'IA que l'on utilise aujourd'hui. Il faut une meilleure approche du problème. C'est de cette façon que l'on pourra créer un monde plus juste et plus sécurisé. Les auteurs offrent aussi un long chapitre sur le fait que l'algorithme ne savent pas vraiment lire. En soi, le NLP a fait beaucoup de progrès, mais ces algorithmes n'arrivent pas à extraire la connaissance de leur lecture. Les auteurs le déplorent car si un jour les ordinateurs apprennent à lire de façon efficace, ce serait une révolution. En médecine, par exemple, 7000 papiers de recherche sont publiés chaque jour. Aucun chercheur ne peut les lire tous. C'est un problème car de nombreuses avancées sont retardées par le simple fait qu'un article n'a pas été assez communiqué ou assez lu. Les auteurs montrent différents exemples qui montrent à quel point nous sommes loin de créer des programmes sachant lire. Les auteurs, dans ce livre, prennent un sujet, ils montrent comment il marche actuellement, ils montrent tous les problèmes techniques qu'ils peuvent poser avec l'IA aujourd'hui et nous disent qu'avec une solution plus générale, on pourrait régler tous ces problèmes de façon satisfaisante et automatique. Ils prétendent donc qu'avec d'autres apprentissages ou d'autres méthodes plus générales, les problèmes ne se poseraient pas. Le gros problème de l'IA d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sens commun. C'est la raison pour laquelle il ne sait pas lire. Il lui manque une compréhension basique de comment le monde fonctionne. Mais malheureusement, acquérir du sens commun pour une machine est plus facile à dire qu'à faire. Les auteurs parlent aussi longuement de l'avenir du robot domestique dans ce livre. Ils nous disent de ne pas avoir peur des robots. Dans ce livre, ils nous donnent une description assez drôle de comment faire pour éviter de se faire poursuivre par un robot. Et la première des actions serait seulement de fermer la porte. Les robots ont beaucoup de mal à ouvrir les portes. Ou une autre action pourrait être de mettre un poster sur notre porte avec une photo de grille-pain et le robot, en voyant cette porte, pensera que ce n'est pas une porte mais un grille-pain. Donc, il passera son chemin. Vous pouvez voir qu'on est assez loin de Skynet ou de Matrix ici. Aujourd'hui, les robots que l'on crée sont des robots qui peuvent cueillir des fraises ou des pommes tout seuls, laver notre sol, ou nous aider à construire des bâtiments. Ils sont créés pour créer une tâche bien précise, dans un environnement précis, et ne pourront pas bouger de ce pourquoi ils ont été créés. Comme je vous disais tout à l'heure, on est loin des robots qu'on peut voir dans Star Wars ou dans iRobot. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, nous faisons de gros progrès dans certains domaines de la robotique, comme la localisation et le contrôle des moteurs. C'est un domaine qui a connu pas mal de succès, même si d'autres domaines de la robotique piétinent encore. La raison pour laquelle nous n'avons pas de robots domestiques à l'heure actuelle, c'est que nous ne savons pas créer d'IA assez flexible pour prendre en compte un environnement non fini. L'intelligence artificielle sera face à des situations qu'elle n'a jamais vues auparavant, et elle devra trouver la meilleure façon de résoudre cette situation. Et à l'heure actuelle, avec le machine learning, c'est impossible de programmer une IA capable de cela. Même le deep learning et le big data ne suffiront pas à créer des robots domestiques performants. Après avoir vu tous les problèmes que pose l'IA actuelle et tout ce qu'il n'arrive pas à résoudre, les auteurs proposent une nouvelle IA. Pour les auteurs, il faut donc une nouvelle IA plus flexible, plus fiable, pouvant résoudre des problèmes de façon plus générale. Pour eux, les approches end-to-end du deep learning se rapprochent de ce que l'on voudrait chercher comme solution en éliminant toutes les opérations intermédiaires et se montrant très efficace pour résoudre certains problèmes. Mais cette solution reste assez limitée pour créer des solutions générables de manière fiable. Les auteurs parlent de l'inspiration de l'intelligence humaine pour créer de nouvelles théories sur l'IA, c'est-à-dire de s'inspirer de la seule forme d'intelligence que nous connaissons actuellement, la nôtre. Mais notre cerveau est souvent considéré comme le système le plus complexe de l'univers que nous connaissons. Et pourtant,
malgré toutes nos connaissances, nous savons encore peu sur lui. Une intelligence artificielle générale demande les deux forces de les méthodes d'IA que l'on utilise jusqu'à maintenant. Elle a besoin de la reconnaissance et du raisonnement du deep learning, mais aussi de la généralisation, ce qui est plus proche des règles de décision de l'IA classique. Il nous faudrait donc une sorte de technique hybride entre les deux. C'est d'ailleurs ce qu'a dû faire DeepMind pour créer AlphaGo, en combinant des techniques de deep learning avec des techniques d'arbre de recherche Monte Carlo. Mais même avec ça, on est encore loin de l'intelligence humaine. Un exemple assez frappant de l'inférence de l'intelligence humaine est que si on montre une photo d'iguane à un enfant qui n'en a jamais vu, il saura immédiatement en reconnaître d'autres sur des photos, sur des vidéos ou même en vrai. Même si les couleurs de l'iguane changent et que son décor aussi. Il saura aussi qu'il est né petit, qu'il va grandir et qu'il va nourrir, qu'il peut se reproduire et qu'il y en a d'autres dans la nature. Et l'intelligence humaine pourra déterminer tout ça à partir d'une simple photo. Si nous voulons créer une intelligence artificielle générale, elle devra faire comme l'être humain et savoir mettre en parallèle différents faits qu'elle a appris précédemment pour apprendre de nouvelles connaissances. Si l'intelligence artificielle doit ressembler à l'intelligence humaine, nous devrons apprendre à construire des systèmes hybrides structurés qui intègrent des connaissances et des capacités innées qui représentent la composition du savoir et qui gardent une trace du vécu, comme le font les gens. Quand l'IA pourra enfin tirer parti de ses leçons de la science cognitive, en passant d'un paradigme axé sur les données à un paradigme axé sur à la fois les données et sur la connaissance causale abstraite, nous serons enfin en mesure de relever l'un des plus grands défis. Le tour de force qui consiste à doter les machines du sens commun. La grande ironie du sens commun est que tout le monde comprend le concept et pourtant personne ne sait vraiment comment le définir, ni comment créer des machines qui en ont. L'intelligence artificielle qui a du sens commun pourrait définir que Balto est un chien, qu'un chien est un animal, donc Balto est un animal. Malheureusement, nous ne savons pas quel genre de technique pourrait résoudre ce genre de problème. Et donc le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé une façon d'encoder de la connaissance dans une machine qui représente le sens commun. C'est de ma faute d'avoir essayé. Beaucoup de thèmes de recherche étudient ce problème. Mais le jour où on arrive, on aura des challenges encore à résoudre. Une fois que l'on saura comment les encoder, savoir comment les collecter sur Internet, à la main, par volontariat, il n'y a pas encore de réponse claire à ce sujet. Les auteurs proposent une bonne façon de tester l'IA, qui est déjà largement utilisée. Ça serait d'utiliser une simulation du monde pour tester une IA. Bien sûr, le monde est trop complexe pour tenir dans un seul ordinateur. Donc pour que les simulations soient viables, les scientifiques utilisent certains raccourcis qui évitent trop de détails dans les simulations et permettent de bien modéliser le monde sans trop complexifier la simulation. Ces simulations peuvent permettre à une IA de s'entraîner et de faire les tests dont elle a besoin avant de passer dans le monde réel. Cela évite que l'IA ne fasse des tests trop dangereux ni trop stupides dans le monde réel. Par exemple, si l'IA se demande est-ce que l'éléphant peut tenir sur le dos d'un chat, il vaut mieux qu'elle le teste dans une simulation. Ça serait dommage qu'elle le teste dans la vie réelle. Mais la simulation n'est pas sans conséquences. Comme on trouve des raccourcis dans ces simulations, il peut y avoir un certain gap entre la simulation et la vie réelle. Les auteurs nous rappellent que tout le savoir humain est incertain, inexact et partiel. Mais malgré cela, d'une façon ou d'une autre, on arrive à s'en contenter. Quand les machines vont finalement pouvoir faire de même, avoir un vrai raisonnement, une vraie représentation des connaissances, alors qu'elles sont inexactes et incertaines, et qu'elles pourront faire ça avec une fluidité, l'âge de la flexibilité et de la puissance de l'IA générale sera finalement en vue. Pour arriver à cette IA générale, nous allons avoir besoin d'une refonte totale des fondamentaux de l'apprentissage tel qu'on la connaît. On va même avoir besoin d'inventer une nouvelle façon d'apprentissage au lieu de s'obstiner à vouloir améliorer celle qu'on connaît aujourd'hui. Un apprentissage qui pourra prendre en compte tout ce qui a déjà été appris, plutôt que de recommencer comme aujourd'hui un apprentissage de zéro pour chaque application. Étant donné qu'aujourd'hui, l'IA se base sur le big data pour être efficace, des données labellisées et bien rangées, cette IA, pour être efficace et générale, devrait pouvoir se construire sur tout type de données, sous n'importe quelle forme. Il serait trop long de créer une base d'apprentissage du monde à la main. Il faudrait un modèle qui ressemble à l'apprentissage humain, qui puisse utiliser n'importe quelle connaissance et compétence cognitive, comme un enfant qui apprend de façon vorace et constante tout ce à quoi il est confronté. Les informations, les interactions avec le monde, les gens, la lecture, regarder des films, des vidéos, écouter de la musique, des podcasts ou être explicitement éduqué.
Si vous prenez tout ça en même temps, vous obtiendrez une compréhension profonde du monde. C'est une demande conséquence, mais pour les auteurs, ça doit être fait. Comme nous l'avons vu, une IA qui a un sens commun comprend mieux le contexte et l'environnement dans lequel il se trouve. Il est donc plus fiable, plus sensible dans ses résultats qu'un modèle se basant uniquement sur des théories statistiques. Mais il y a encore d'autres ingrédients avant d'en arriver là. Pour les auteurs, une IA de confiance commence par de bonnes pratiques avec l'établissement de process et de standards de qualité. Ces deux pratiques sont généralement absentes dans la création d'un modèle d'IA. Trop de solutions sont déployées rapidement en pensant à court terme et ne subissent pas de stress tests qui dans d'autres domaines garantissent la fiabilité d'un produit. Souvent, quelques tests sont réalisés sur le tas et le produit est envoyé en production et est corrigé lorsque l'on se rend compte qu'en production il y a des problèmes, ce qui est potentiellement dangereux et non satisfaisant pour les utilisateurs. Une hypothèse largement répandue est que l'on peut utiliser une IA à partir du moment où l'application marche assez souvent pour être utile. Pour les auteurs, ce n'est pas assez. Cette attitude n'est pas appropriée lorsque l'enjeu est grand. Les systèmes d'IA actuels devraient utiliser des systèmes redondants pour faire le moins d'erreurs possible. Par exemple, pour la voiture autonome, il faudrait utiliser pas seulement une caméra, mais aussi un lidar. C'est un dispositif utilisant des lasers pour évaluer les distances. Avec ce genre de dispositif, l'IA obtient une redondance partielle de l'information et peut éviter une erreur d'analyse d'image, qui aujourd'hui, on le sait, est imparfaite. Pour construire une IA fiable, il faut pouvoir y avoir accès tout au long de la vie du produit, afin de mettre à jour le système. De bons ingénieurs créent des systèmes qui sont facilement maintenables. En ce moment, l'IA est dominée par le big data et le deep learning, qui sont durs à interpréter, durs à débugger et durs à maintenir. Construire des systèmes d'IA performants commence par construire des systèmes avec une compréhension profonde du monde qui l'entoure, plus profonde que ce que les statistiques peuvent nous fournir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est qu'une toute petite partie des recherches qui sont menées actuellement dans le monde. Alors que pour les auteurs, ce devrait être une préoccupation centrale du domaine de l'IA. Sur les auteurs, en plus de leur donner une compréhension du monde et du sens commun, il faut leur donner des valeurs éthiques. Les auteurs expliquent que l'éthique est compliquée car elle est subjective et que même pour nous, les humains, on a du mal à répondre à certaines questions éthiques. Il serait donc compliqué de le partager à un programme. De plus, les codes éthiques et sociaux ne sont pas les mêmes partout dans le monde, donc, dans le doute, lesquels choisir? Les auteurs argumentent dans ce livre que l'IA est sur le mauvais chemin car la majorité des efforts actuels se concentrent sur le court terme, en créant des programmes qui ne sont pas intelligents, seulement capables de résoudre des tâches simples, ciblées, en s'appuyant sur des données plutôt que sur une compréhension profonde du problème. Les auteurs pensent que c'est une erreur car ces IA de court terme ont beaucoup de problèmes qui sont résolus au cas par cas avec des solutions de secours sans vraiment améliorer le modèle général. Ils pensent que ce n'est pas avec ce genre de technique que l'on passera à l'étape suivante de l'IA. Selon les auteurs, il faudrait se pencher plus en priorité sur la construction d'une IA de long terme, ayant du sens commun, une profonde compréhension du monde qui l'entoure. De cette façon, nous obtiendrons une IA vraiment fiable dans laquelle nous pouvons placer notre confiance. C'est pour cela qu'il faut délaisser les recherches en statistiques, deep learning et big data pour se concentrer selon une IA plus générale, selon les auteurs. Maintenant, je vais vous parler de mon avis sur ce livre, pour ce que j'en ai pensé, etc. Donc, j'ai lu ce livre car il m'était chaudement recommandé et que j'avais déjà entendu parler des auteurs auparavant. Je ne sais pas de quoi il allait parler ce livre finalement, j'avais juste un indice avec le titre Rebooting AI. Au début, je m'attendais plus à un livre qui prône une refonte en termes d'organisation de l'IA, mais finalement pas du tout, c'est pas du tout le cas. Dans ce livre, les auteurs pointent tous les défauts qu'a l'IA actuellement. Le fait qu'elle n'est pas suffisamment fiable pour toutes les applications, qu'elle manque de valeur, qu'elle manque d'éthique, de sens commun, et qu'elle peut être affectée par des biais en fait, qui se retrouvent dans les jeux d'entraînement et qui finalement se retrouvent dans les modèles. Il y a aussi le problème des modèles qui ne sont pas assez interprétables. Donc sur tous ces points, je suis totalement d'accord avec ces remarques générales sur le sujet. En fait, c'est des remarques qui sont fréquemment faites sur le deep learning en général. Et au regard de ces problèmes, les auteurs parlent de la recherche qui aujourd'hui est majoritairement ciblée sur le deep learning, qu'ils appellent recherche de court terme. Car selon les auteurs, cette recherche améliorera peu les problèmes sans les effacer complètement. Pour eux, la recherche sur le long terme serait un moyen de trouver une nouvelle IA, l'IA de demain. Une IA plus stable, plus fiable, plus sécurisée, qui saura lire, comprendre le sens commun.
savoir généraliser son savoir afin de régler n'importe quel problème. Les auteurs voudraient passer d'algorithmes d'apprentissage profond à des algorithmes de compréhension profonde. Les auteurs ont raison. Un algorithme capable d'autant de prouesses révolutionnerait le monde dans lequel nous sommes actuellement. Mais les auteurs, dans ce livre, ce que je déplore, c'est qu'ils ne donnent tout simplement aucune piste sur comment arriver à un tel algorithme. Pour moi, un tel algorithme relève plus de la science-fiction que de ce qui est réellement possible de faire aujourd'hui avec l'état des connaissances actuelles. Même si la recherche sur le deep learning peut être considérée comme du court terme pour les auteurs, il n'en reste pas moins vrai que cette technologie permet de résoudre de nombreux problèmes qui, jusqu'à présent, étaient non résolus. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec eux sur leur position de faire passer sur une recherche plus long terme en abandonnant la recherche aujourd'hui qui est concrète, qui amène de nouvelles solutions et de nouveaux usages. Je vous ai maintenant décrit un peu ce que j'ai pensé du livre. Même si je ne suis pas totalement en accord avec les idées des auteurs, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il y a beaucoup de réflexions, pas mal de choses bonnes à prendre. Il y a des avis assez poussés sur le sujet, sur comment créer une IA générale. Si vous avez aimé le sujet et que vous voulez en savoir plus sur ce livre, n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je pense qu'il n'existe pas en français, mais la version anglaise n'est pas trop dure à lire si vous avez le vocabulaire du domaine. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager, mais surtout à vous abonner. Car la chaîne est encore petite et chaque abonnement permet de faire rayonner ce contenu et de le faire découvrir à un peu plus de monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris plus de choses et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!